Bienvenue à cet entretien qui est présenté dans le cadre de Québec en toutes lettres. C'est un entretien qui va être avec Antoine Charbonneau-Demers dans quelques minutes. Tout d'abord, j'aimerais remercier BCF Avocat d'affaires qui est présentateur de la rencontre et dans le fond des autres rencontres et entretiens qui ont lieu dans le cadre du festival Québec en toutes lettres. Bonjour Antoine. Bonjour. C'est notre première rencontre. On n'a jamais passé un moment comme ça ensemble. On va avoir 1 heure. Euh, Tout d'abord, j'aimerais vérifier avec toi, est-ce que tu as ton café en main? Yes. Café. Donc, on prend un café aujourd'hui. C'est vraiment l'ambiance que je veux qu'on ait dans cet entretien-là. On prend un café. Puis un café, en fait, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans tes livres. Nous y reviendrons probablement. Ah ouais? Euh, Tout d'abord, ton premier livre, c'est Coco, qui est sorti en 2016, qui est le Ouais. lauréat du prix Robert Clich. Le prix Robert Clich, ça consiste, entre autres, à offrir une bourse et aussi à offrir la publication du roman. Donc, j'imagine que avant ça, avant que ça soit annoncé en août que tu remportais le prix Robert Clich et que ça paraisse en septembre, t'as travaillé sur ce roman-là en masse. Ouais, ouais. En fait, c'est ça qui est spécial, c'est que c'est le seul prix qui est remis sur manuscrit, ou en tout cas à ma connaissance. Ce qui fait que, ouais, j'ai écrit le livre un peu pour le prix parce que quand j'étais à l'université au certificat en création littéraire, j'ai rencontré une autrice qui avait dit qu'elle avait gagné le prix Robert Clich. Puis ça m'avait comme allumé. Puis ça a comme été mon but. Je me suis dit, ah, au moins, ça va me faire écrire un livre, tu sais, parce que je sais qu'il y a un moyen. Pour moi, ça me semblait un peu impossible d'envoyer son manuscrit à des éditeurs pour d'être publié, ce qui n'est pas le cas. Mais le prix Robert Clich, pour moi, c'était comme, je sais pas, c'était mon but. Fait que j'ai écrit un livre pour ça. Ça a pris peut-être 2, 3 ans, peut-être plus que ça. Puis j'avais déjà commencé quelque chose, là, mais j'ai décidé de le terminer pour le prix Robert Clich. Puis c'est vraiment ça qui a lancé ma carrière. C'est ça qui a changé ma vie, en fait. C'est ce qui a fait que j'ai décidé que j'allais faire ça professionnellement. Ouais. Comment t'en es venu à l'écriture au départ? C'est en découvrant la lecture, je pense. Parce que au départ, je voulais devenir acteur. J'ai fait une formation d'acteur aussi plus Mhm. tard. Mais je viens de l'Abitibi, puis chez moi, il y avait pas de formation d'acteur, évidemment. Ouais. Puis je voulais quand même rester avec mes parents. Je n'étais pas prêt à partir à Montréal à 16 ans. Donc, je me suis inscrit en littérature au cégep. Puis c'est en rencontrant des auteurs, en rencontrant des... Ben, c'est en commençant à lire, en fait, parce que je lisais pas vraiment, pour être honnête, avant d'être allé au cégep. Donc, en lisant, je me suis rendu compte que... Et puis en lisant des auteurs québécois contemporains, surtout, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir une voix, finalement. De quoi ça parle, Coco? Alors, Coco, ça parle d'un jeune garçon de 12 ans qui découvre le théâtre avec une prof de théâtre qui prétend avoir fait carrière à New York. Puis il va tomber en admiration devant elle. Puis elle va découvrir son talent. Ils vont donc se mettre à travailler ensemble, euh, puis à avoir une relation un peu malsaine, je dirais. Maître-élève, ben, j'ai un peu plutôt malsaine. Beaucoup. Rapport de pouvoir, de domination, de manipulation des deux côtés. Et puis, ça parle aussi de la réalité d'un jeune artiste qui évolue dans une région où il n'y a pas nécessairement plusieurs, euh, plusieurs offres. Donc, c'est cette relation-là que je voulais aborder. Donc, une relation quand même assez malsaine. Un garçon, dans le fond, qui est en Abitibi, justement, qui veut développer Mhm. son côté un acteur, qui aimerait ça devenir acteur. Au départ, non, hein, quand même. Au départ, ça lui tente pas Non, vraiment. c'est son père qui le force, puis Ouais, c'est ça m'est ça. Au arrivé départ, comme ça lui ça aussi tente pas. dans ma vie. Ouais, son père le force à faire ça parce que ses parents veulent absolument qu'il fasse quelque chose de sa vie. Bon, À puis 12 il tombe ans. en amour à 12 ans. Ben, tu sais, ça pouvait être. Ben, tu sais, c'est comme. Ben, mes parents ont été comme ça. Tu sais, c'est comme il fallait absolument que je fasse un sport ou que je joue d'un Ouais. instrument ou tu sais, que je fasse quelque chose. Puis donc, puisque je voulais pas faire de sport puis que ça avait pas fonctionné, ils m'ont envoyé dans des cours de théâtre. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Puis je suis tombé vraiment en amour avec l'art. Tu sais. Puis c'est ça aussi que je voulais aborder dans Coco, c'est
comment un enfant tombe amoureux de l'art puis de l'expression artistique. Il y a des choses dans tes livres, puis on va revenir sur d'autres livres après, qui sont inspirés de ta vie, mais c'est des romans en soi, là. C'est comme ça que moi, en tout cas, je les ai Oui. lus. Pour moi, il est écrit roman dessus, c'est des romans, mais comme tout auteur, tu t'inspires quand même de faits qui te sont arrivés ou que tu as vu autour de toi. Les auteurs sont comme ça, c'est un peu des pilleurs d'histoire, là. Donc, c'est un peu ça, Ouais. d'où on peut faire certains rapprochements entre ta vie puis la vie de tes personnages, mais en Mhm. même temps, ce n'est pas toi. Ben, je pense que les rapprochements qu'on peut faire, c'est surtout, c'est pas tellement dans les événements ou dans ce qui est arrivé, ce qui est pas arrivé, mais Hmm. c'est plus dans ce que j'ai à livrer. C'est toujours en lien avec ce que j'aurais voulu dire à cette époque-là de ma vie. Donc, je pense que le rapprochement à faire est surtout là. Après, les événements sont faux parce qu'ils sont fictifs. Mais pas toujours, mais Dans le processus d'édition de Coco, c'est ça, tu as travaillé avec la maison d'édition pour justement amener la publication en septembre, à peu près un mois après l'annonce du prix. Est-ce qu'il y a des choses que oui, tu as oui. découvertes pendant le processus de réécriture et d'édition que tu ignorais totalement, des choses qui t'ont surpris? Ben, ça a été extrêmement rapide. Juste, puis c'est très rare là, que ça se fait comme ça, mais j'ai appris que je gagnais le prix. Moi, je l'ai appris peut-être au printemps, début de l'été. Puis je partais en voyage pour l'été. Fait que il a comme fallu que j'édite le livre en voyage. C'était super. Mais j'ai été vraiment ouais, puis ils ont été super là, tu sais, j'ai pas eu je pense que pour le Robert Clich aussi, ils choisissent une œuvre qui est relativement prête, tu sais, parce que Oui. les délais sont courts. Mais moi, j'avais envie de retravailler plus de choses encore, tu sais, fait que c'était comme un travail vraiment, vraiment intense. Euh, donc, c'est ça que j'ai appris, c'est que l'édition, quand même, c'est là qu'arrivent les délais, tu sais, parce que quand on écrit, on fait comme on veut, on se laisse guider par, ben, en tout cas moi, là, par l'inspiration, par la discipline qu'on a envie de s'imposer. Mais quand le travail avec un éditeur arrive, c'est super dangereux parce que tout à coup, il y a des deadlines, puis il faut fournir le travail à temps, puis c'est vraiment quelque chose qui me fait peur parce que j'ai peur de ne pas être dans le bon état d'esprit au moment où je dois faire les révisions. Tu sais, c'est ça le nerf de la guerre quand on fait l'édition, pour moi. Là. Puis j'imagine aussi qu'il y avait le fait que tu devais garder le secret aussi, ça devait pas être facile. Quand même, tu sais que tu remportes, tu sais que tu vas publier, puis en même temps, tu peux pas en parler parce que c'est pas encore dévoilé, donc faut que tu gardes un peu le Ouais. secret. Puis j'imagine qu'en même temps, quand c'est ton premier livre, comme ça, t'as envie de le créer tous les toits, que t'es un écrivain qui va être publié. Ben, surtout que j'avais commencé à partager à ma famille, à mes amis que j'écrivais. Tu sais, tout le monde le savait un peu que j'écrivais un livre. Puis, tu sais, quand on dit ça, je suis en train d'écrire un roman, tu sais, les gens sont comme... Quand on n'a pas publié encore, ils sont comme, ah ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est surtout ça que j'avais hâte de faire, comme, ah, il va être publié, mon livre. Tu sais, j'ai pas travaillé pour rien. Ouais, c'est ça. Après, je suis chanceux parce que j'ai un entourage vraiment qui composé majoritairement d'artistes, là, mais euh, ouais, c'est surtout ça que j'avais hâte de dire. J'imagine, là, parce que ça, c'est un secret qui est quand même pas facile à conserver, parce que souvent, les Non. auteurs, justement, ils en parlent très peu avant de signer leur contrat, mais un coup qui est signé le contrat, ben là, Mhm. ah, je vais publier un livre à tel endroit, ils sont fiers d'en Mhm. parler, puis tout ça, tandis que là, toi, tu pouvais pas vraiment faire ça. Il fallait plus que, bon, ben, je peux t'en parler à toi, mais dis-le pas à personne, s'il te plaît, faut Oui, pas que c'est ça ça. Il fallait sorte. que les gens. C'est ça. Mais bon, ça faisait partie de la game. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait, le principe du prix Robert Clich, donc tu savais Ben dans quoi oui. tu t'embarquais, hein? Ouais. Ensuite, 10 en 000 deux... c'est pas pire pour garder le secret. Oui, c'est ça, 10 000 quand même, c'est assez motivant pour un Oui, auteur. c'est ça. Ça t'a permis de te consacrer à ça pendant que tu étais en voyage. Ouais, ça m'a permis d'écrire le deuxième livre carrément parce Ah, que en j'étais au plus, conservatoire. Il aurait fallu que je travaille pour subvenir à mes besoins. Puis j'ai pu, avec cet argent-là, me consacrer à l'écriture pendant que j'étais aux études. Donc, c'était vraiment super. le deuxième d'ailleurs, c'est Good Boy, qui est sorti en 2018. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, s'il te plaît? Mhm. Ce livre-là est arrivé. J'ai toujours que les livres arrivent, là. Comme si c'est pas moi qui les avais écrits, mais j'avais envie de. Avec Coco, tu sais, j'avais vraiment comme commencé à chercher une voix, tu sais, puis un style.
Puis on dirait qu'après, j'avais envie de parler d'enjeux qui m'étaient un peu plus proches. Avec, ben, au fil de mon travail, je me suis toujours un peu rapproché de Mhm. moi. Puis Good Boy, c'était un peu la première étape vers écrire une histoire qui vraiment me représente. Fait que, j'ai voulu parler de ma sexualité parce que c'est ce qui me semblait le plus. À ce moment-là, je ne le savais pas pourquoi je voulais tellement parler de sexualité. Aujourd'hui, je le sais, c'est parce que c'est ce qui fait que j'ai envie de parler. C'est ce qui fait que j'ai l'impression que j'ai besoin, que ma voix est importante. Parce que c'est pas la sexualité de la majorité, de la norme. Donc, à ce moment-là, je ne le savais pas, mais puis même, il y avait un peu un sentiment de culpabilité. Souvent, quand les écrivains veulent parler de sexualité, même de leur sexualité, on va leur demander de justifier pourquoi, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ça reste artistique, est-ce que c'est pas juste du déballage Mhm. de sa vie, puis surtout quand c'est sexuel, j'ai l'impression. Euh, mais les auteurs que j'ai aimé lire étaient toujours ceux qui parlaient de leur sexualité. Pour moi, c'était comme une évidence. Puis aujourd'hui, j'embrasse pleinement ma sexualité et la littérature. Mais à ce moment-là, c'est ça. Il y avait un peu comme ce nœud-là que j'avais de vouloir parler de ça tout en voulant fournir un travail littéraire de qualité, puis euh, avec une histoire intrigante, puis aussi ce que j'avais commencé dans Coco, mais que j'ai plus exploré dans Good Boy, c'est mon rapport à l'imaginaire, aux hallucinations, au paranormal, ou disons, peut-être pas paranormal, mais ce qui est mystique, euh, parce que ça aussi, ça a une place importante dans ma vie, puis j'ai toujours l'impression qu'on on évacue un peu ce côté-là quand on raconte des histoires en se disant que c'est dans la tête, puis que c'est pas que ça fait pas partie du réel. Souvent les gens vont me dire ah c'est cool parce que c'est irréaliste, tu sais. Mais pour moi la magie, ce qu'on hallucine finalement, je sais que c'est pas tout le monde qui vit des expériences comme ça, mais ça fait autant partie du réel que le quotidien ou les événements observables. Et puis là, je raconte tout ça, mais j'aime pas raconter l'histoire, en fait. Mais c'est l'histoire d'un garçon qui arrive en ville pour la première fois, ben, qui vient s'installer en ville, une ville qu'on pourrait imaginer être Montréal, qui découvre la relation avec ses colocs, la relation avec les hommes plus âgés pour la plupart, sa sexualité, le monde urbain. Euh, c'est un roman d'apprentissage, finalement. Oui, puis la relation avec les colocs, en fait, c'est des amis de longue date, mais c'est des Mhm. relations assez ambiguës quand même. Ouais, ben, c'était mes meilleurs amis dont j'ai voulu. Ben, en fait, la relation que moi j'ai eue avec mes meilleurs amis à l'époque où je suis arrivé à Montréal, euh, j'ai voulu en parler parce que c'était pas une belle relation finalement. C'est après coup qu'on s'en est tous rendu compte. Puis c'est encore mes amis aujourd'hui, mais c'est à certains moments de la vie, on n'a pas vraiment d'amis finalement. Puis c'est un peu ça aussi que je voulais dire, c'est que des fois, on n'a pas d'amis. Ils sont pas là les uns pour les autres. Ils sont pas gentils entre eux, mais pourtant, c'est des amis. Les amis sont pas toujours des bons amis. Je trouve que trop souvent, dans les histoires, l'amitié, c'est comme tenu pour acquis. Puis c'est un peu ça même ils se reprochent entre eux, les personnages, c'est de se prendre pour acquis, tu sais. De, de faire comme, oh ben on est amis, donc on peut tout se permettre, on peut être méchant. Euh, Ouais. c'est pas, ça peut laisser des traces, ça peut faire du mal. Puis c'est ça aussi l'apprentissage, parce que ces personnes-là s'aiment finalement, mais ils sont pas capables de se le montrer. Ils entrent dans le monde des adultes. Ils sont, ils sont tous obsédés par leurs propres combats, leurs propres enjeux. Ils voient pas ceux des autres. Ça vient en vieillissant un peu l'empathie, j'ai l'impression. Mhm.
quand on est jeune, on a l'impression qu'on est les seuls à vivre des choses. Ouais. Il y a eu une adaptation théâtrale, ben en fait une performance théâtrale, je sais pas comment on peut la définir, de Good Boy. Je sais Comment... pas. ouais, c'est ça, je sais pas. En fait, environ 45 minutes. Comment t'en es Ouais. arrivé à prendre un roman qui se lit en beaucoup plus que 45 minutes quand même, pour en faire une performance théâtrale et, dans le fond, pourquoi tu voulais en faire une? Ben, on m'en a demandé une OK. pour la Biennale d'art performatif d'Abitibi. Donc, j'ai accepté le défi. Ce que j'ai fait pour que ça dure 45 minutes, c'est que j'ai fait des choix finalement. Il y a plusieurs trames dans le livre. Tu sais, il y a la relation avec les colocs, je ne l'ai pas vraiment abordée. La relation avec les propriétaires du Mhm. logement où il habite, je ne l'ai pas vraiment abordée. Je me suis vraiment concentré sur la relation du personnage avec les hommes qu'il rencontre. Puis sa relation par rapport à Modigliani, à Rihanna, au chat, des figures un peu mystiques qui apparaissent, disparaissent. Donc, je me suis concentré là-dessus. Puis, j'ai pas voulu adapter le livre, mais vraiment faire une autre œuvre qui, où il y avait le texte, mais où ça racontait peut-être un peu autre chose. J'ai déconstruit des affaires, j'ai refait la chronologie pour que ça se tienne, puis pour qu'on. C'est pas une œuvre pour les lecteurs, c'est vraiment une œuvre en soi. C'est une œuvre en soi. Tu as travaillé là-dessus pendant environ combien de temps? Ouf, pas longtemps. Ben, en fait, pas longtemps avant de le faire la première fois. Puis après, je l'ai refait au FTA à Montréal, je l'ai refait à Marseille à Actoral. Donc là, j'ai pu retravailler chaque mouture, puis je me suis associé à une metteuse en scène, Karianne Bilodeau, pour vraiment pousser le travail plus loin. En fait, dans ce qu'on avait, il y avait aussi le jeu, parce que dans mes livres, je joue un peu avec la réalité, la fiction Mhm. de moi, moi l'auteur, moi le personnage. Mais là, je pouvais en plus jouer avec moi l'acteur qui était sur scène, donc moi la personne. Ça ajoutait un niveau qui allait vraiment, qui fitait vraiment finalement avec le texte, pour brouiller encore plus les frontières entre moi et le livre. Après ça, on fait un saut dans le temps. On est en. Ben, en fait, on fera pas vraiment dans la chronologie exacte, là, je te le dis tout de suite, mais j'aimerais ça qu'on saute tout de suite à Daddy, qui est sorti en Mhm. 2020. En fait, qui a été sorti en deux temps. Ouais. Une première fois de façon numérique pendant la pandémie, et après ça, une version papier il y a quelques semaines. Peux-tu nous en parler un peu, autant de l'histoire que du processus derrière, s'il te plaît? Ouais, l'histoire est. Ça, c'est vraiment un roman. Tantôt, je disais, le Good Boy est arrivé. Tu sais, je dis souvent que mes livres arrivent. Puis là, Daddy, c'est vraiment le cas, là. C'était vraiment. Le confinement venait de commencer. J'arrive dans mon appart. J'étais à Rouen, justement, pour un workshop d'art performatif. J'ai dû partir parce que fallait se confiner. Donc, je suis revenu à Montréal. Puis là, j'ai senti, comme beaucoup de personnes, une espèce de pression de performer sa quarantaine, de faire quelque chose. Là, tu sais. Déjà, j'ai un peu la pression de la performance en général dans ma vie. Je l'aborde dans mes livres, mais là, c'était comme, c'est comme s'il fallait que dans ma vie, il y ait la même chose que dans le livre. Tu sais, la pression était dans l'histoire, mais était à l'intérieur de moi. Et puis, j'avais un amant à l'époque que je pouvais plus voir parce qu'il était parti s'occuper de sa mère à, je sais plus trop, en tout cas en dehors de Montréal. Euh, Ça m'a fâché, puis j'ai senti qu'il fallait que. Puis tout était une frustration. Je me suis dit, là, tous les auteurs vont se mettre à écrire, c'est sûr, parce que c'est le moment parfait. Finalement, c'est pas nécessairement arrivé, mais. Puis je me suis dit, moi, il faut que je fasse mieux que les autres. Je l'ai écrit vraiment pour des mauvaises raisons. Tu sais, je dis ça, mais parce que je pense que c'est ça aussi, l'intelligence. Pas que je prétends être intelligent, mais un peu quand même. mais, mais je veux dire, pour moi, c'est ça l'intelligence. C'est briser la frontière entre l'envie d'écrire puis ce qui demande à être écrit. Euh,
là, c'était comme, ah ben, je sais que j'écris pour les mauvaises raisons. Je vais l'utiliser, je vais être lucide par rapport à ça. C'est ça qui va faire que le livre va pas être je sais pas, raté. Donc, je me suis mis à écrire comme un malade, vraiment comme un malade, là. C'était difficile physiquement parce que je n'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à faire tout ce qu'il fallait que je fasse parce que j'écrivais ce livre-là. Puis en l'écrivant, je me suis dit, ah, il faut que je vais le publier tout de suite, dans 2 semaines. Il faut que je sois le premier à sortir un livre en temps de pandémie. J'ai écrit à ma maison d'édition pour savoir s'ils voulaient à mon éditrice, en fait, pour savoir si elle voulait l'éditer. Elle a dit, je peux pas l'éditer sans la maison d'édition parce que je suis sous contrat. Puis là, ça me semblait trop de paperasse. J'ai fait comme, fuck that. Je vais engager quelqu'un. J'ai engagé Nicolas Dawson qui a fait la direction littéraire. Puis je vais le sortir par moi-même. Ça a été une expérience extraordinaire d'ailleurs de faire ça. Parce que j'avais le contrôle sur tout. Et puis, voilà, le livre est comme... J'ai presque fait aucun choix dans ce livre-là. J'ai écrit mon histoire, l'histoire que j'ai eue avec mon amant. Qu'est-ce que la solitude, le confinement apportait comme réflexion. Tu sais, je n'ai pas raconté ma quarantaine, ça, on s'en fout. J'ai parlé des réflexions que ça m'apportait, quels souvenirs émergeaient. Il y en a eu peu, c'est un court roman, mais c'était comme tout. Puis une fois que le roman est sorti, ça a été un soulagement immense d'avoir réussi ma performance, réussi à guérir un peu de tout ce que j'ai raconté. Ça m'a fait extrêmement de bien, ce livre-là. Puis j'ai pas peur de dire qu'il y a un côté thérapeutique à l'écriture. Ce roman-là en était vraiment... Donc, environ en 2 semaines, c'était écrit, publié, de façon électronique. Ouais, 3 semaines peut-être. OK, mais vraiment très, très, très rapide complet. Comme délai. Ouais. Tu l'as dit, il y a beaucoup de monde qui se mettait de la pression pour performer leur confinement. Des gens qui, finalement, avaient du temps. Donc, puis là, avec la PCU, ben là, il y en avait qui avaient de l'argent. Fait que c'est ça, c'est qu'il fallait en profiter. Il y avait beaucoup de pression par rapport à ça. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est un livre qui est sorti de façon numérique, à peu près 90 pages. Ensuite, qui est sorti en version papier, quelque chose qui est comme plus 114 pages. Est-ce qu'il y a des ajouts qui ont été faits? Est-ce qu'il y a eu du retravail dans la version publiée en papier chez VLB? Non, pas du tout. On a corrigé des fautes, là, parce que j'avais pas corrigé mes fautes. Mais j'avais pas corrigé mes fautes. Ben, je veux dire, moi, je les ai corrigés, mais je les ai pas fait corriger. Il n'y a pas de révision linguistique. Non, c'est ça, tu sais, puis fait qu'il restait quelques... Je veux dire, moi et Nicolas avons fait notre mieux pour les repérer, mais tu sais, il en reste tout le temps. Là. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. Je pense que c'est la mise en page qui a fait en sorte que c'était long de 10 pages, mais c'est vraiment, on n'a rien changé. En fait, c'est pas vrai, on a changé... Puis ça, j'allais encore un peu comme une crotte sur le cœur, là, mais on a changé un texto, parce qu'il y a un échange de textos, très long quand même, là, au milieu du livre. Puis c'est des textos que j'ai transcrits intégralement à la ponctuation près, tu sais. Puis dans les textos de mon personnage, il n'y a pas de faute. Mais il y en avait 2, tu sais, mais que j'avais retranscrites des textos vrais. Puis mon éditeur a voulu les corriger. On s'est obstiné un peu parce que moi, je voulais pas, parce que pour moi, ce livre-là, c'était enfin le moment où il y avait plus de barrière entre la fiction et le réel. C'était la vérité. Chaque phrase, j'écrivais une phrase, je la relisais, puis je me disais, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé? S'il y avait une nuance à ajouter, j'ajoutais je pense que ou j'imagine que, c'était pas vraiment des faits. Donc là, d'intervenir là-dedans en corrigeant des fautes qui étaient dans les textos originaux, finalement, j'ai accepté. Mais je le regrette. Ouais, ben, en fait, peut-être que ça aurait déconcentré le lecteur aussi de voir ces fautes-là, parce qu'on voit vraiment la différence dans l'écriture entre le narrateur, en fait, qui est un écrivain, justement, puis les écrivains, ça a l'air que ça fait pas de faute. Ce qui est pas vrai, mais tu sais, c'est ça l'impression qu'on a quand même. Et en même temps, il y a la personne qui discute par texto, ben, c'est quelqu'un qui fait énormément de fautes, donc j'imagine que de voir la différence entre les deux, c'était important pour l'éditeur, puis aussi pour pas nous déconcentrer, nous, qui faisons genre, hein, il y a une faute.
Tu sais, j'imagine que Ouais. c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il y avait Oui, oui, derrière, mais je c'est. comprends aussi en même temps que pour toi, ça travestissait un peu la réalité, là. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que tu sais, la raison que tu dis, c'est exactement celle que mon éditeur a amenée, puis je suis d'accord avec lui. Mais c'est ça qui est difficile pour moi, c'est de prendre le livre pour le livre, puis de le séparer un peu de moi, surtout celui-là, parce que c'est un pacte que j'ai fait avec le réel. Tu sais, c'est une performance en soi. Donc, même si personne ne le sait, moi, je le sais, puis ça fait que je peux dire c'est la vérité. Maintenant, j'ai une petite réserve à dire c'est la vérité parce que je Ouais, sais que j'ai changé deux choses. Donc, ouais, je mais comprends. j'apprends à vivre avec ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, mon éditeur, il me disait, oui, mais euh, il m'a dit, c'est quoi qu'il m'a dit dans un courriel? Pas Nicolas qui a édité le texte, mais Ouais. le VLB. Ils m'ont dit, à chaque fois qu'on s'ouvre la gueule, c'est de la fiction. On peut en débattre vraiment longtemps, mais pour moi, l'important, c'est pas la réponse, c'est que mon geste à moi, c'est de communiquer la réalité, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. C'est toi qui as illustré la couverture, Mhm. autant la version numérique que la version papier, en fait. J'imagine que tu l'as illustré, entre autres, pour des questions de délai, vu que tu voulais aller rapidement pour la publication Hmm. électronique, non? Ça faisait longtemps que je voulais le faire. En fait, Daddy, ce livre-là, c'était vraiment l'occasion de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, c'est-à-dire faire tout moi-même. Euh, Là, ça faisait longtemps que je voulais faire les couvertures de mes livres. On avait déterminé que c'était pas nécessairement une bonne idée parce que c'est le fun d'avoir je sais pas, le point de vue de quelqu'un d'autre sur le livre. Bon. Après, moi, j'ai toujours eu envie de le faire. Puis pour Daddy, c'était comme, oui, c'est sûr que dans le temps, encore là, j'ai pas fait c'est comme si j'avais pas fait de choix. Tout m'apparaissait comme une évidence. C'est comme, OK, maintenant la couverture, c'est sûr que c'est moi qui la fais, je dessine, je vais la faire. Euh, les affaires s'enchaînaient, puis j'ai jamais réfléchi à ce que j'allais faire. C'était étape après étape, ça s'enchaînait. J'étais relativement détendu. C'était vraiment une expérience spirituelle où vraiment j'avais l'impression d'être guidé par quelque chose de plus fort que moi. C'est comme, ça fait des années que je fantasme sur le livre que je veux faire, puis que je le fais pas parce que je me mets la pression de devoir faire un travail exigeant sur le long terme, travailler avec un éditeur parce que c'est comme ça que ça se fait, avec mon agent parce que c'est comme ça que ça se fait. Là, c'était comme, c'est la pandémie, on dirait que tout était shut down. C'était comme si tout à coup, on m'avait donné l'opportunité de faire ce que j'avais toujours voulu faire. C'était merveilleux. Mais tu... Je ferais juste ça si c'était pas. Ben, il n'y a pas de si, en tout cas. Ben, en même temps, de la façon que j'ai compris ça, écrire un livre en si peu de temps, c'est plusieurs heures par jour. Tu disais que tu Ah avais de oui, la ça, j'en misère ferais à te pas ça. nourrir, puis tout ça. Oui, oui, oui. Ça, j'en ferais pas ça. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Ça arrivait comme ça, là, une espèce d'urgence. Là, mais je parle du Ouais. fait d'avoir le contrôle sur tout, Ouais. même sur la distribution. Tu sais. C'était vraiment agréable parce que quand on est écrivain, c'est vraiment frustrant parce que tout nous échappe. Tu sais. On travaille sur un livre pendant des fois des années. Puis là, on le donne à un éditeur. Mon éditeur est extraordinaire. Là. Puis là, oups, ça tombe entre leurs mains. Il y a quelqu'un qu'on connaît pas qui fait la couverture. Après ça, ça tombe entre les mains du distributeur. Puis là, ça se retrouve dans une pile avec des livres de cuisine. Puis là, ça se retrouve dans la librairie. Puis là, c'est comme... Non, non, mais j'exagère, là. Un petit peu, mais pas tant que ça. Mais tu sais, c'est comme que ça se passe bien ou mal, en fait, je sais pas. C'est ça l'affaire, c'est que peut-être que tout se passe bien, mais pour moi, c'est extrêmement angoissant parce que ça m'appartient plus. Puis je trouve ça le fun que le livre m'appartienne plus dans les mains du lecteur. Mais de moi à ses mains, j'ai envie d'être là à chaque étape. Puis il y avait vraiment un souci d'accessibilité aussi dans Daddy en version électronique, parce que tu as mis le prix très bas, en fait. C'était à partir de deux Mhm, dollars et le prix suggéré était mhm, de 7 $. mhm. Ben, je savais que c'était un moment où les gens avaient peut-être pas nécessairement d'argent. Il y a plein de gens qui avaient perdu leur emploi. La PCU, tu ne savais même pas si
à ce moment-là à quel point c'était efficace. Et j'ai bien fait parce que finalement, les gens ont été extrêmement généreux. La plupart ont donné plus que 7 $. Donc, j'ai fait de l'argent. Ça aussi, c'est une autre affaire. Quand on fait le livre soi-même, on fait de l'argent, ce qu'on fait pas d'habitude. Ouais. Euh, ouais. Ouais, non, c'est ça, c'est Euh, différent, tout à fait. ouais. Puis, mais c'est quand même, je fais attention là parce que, tu sais, là, j'ai quand même pu, c'était quand même un moment particulier. Tu sais, les médias avaient rien à dire parce que avaient pas rien à dire, mais au niveau des livres, il y avait rien. Fait que tout le monde a sauté sur mon livre. S'il y a des gens qui ont voulu l'acheter aussi, c'est parce que c'est des gens qui me connaissaient, puis c'est pas moi tout seul qui ai fait la promotion de mes livres d'avant, puis c'est grâce à mon éditeur, puis Je veux vraiment pas cracher sur la chaîne du livre, là. Vraiment, Non, loin non. de moi l'idée. C'est plus, je parle plus du fantasme que j'avais. Parce que c'est sûr que c'est grâce aux libraires, c'est grâce à la chaîne du livre là, qu'il y avait des gens pour lire Dali, là. Mhm. Ça, j'en suis très conscient. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'était pas ton premier livre non plus. Ça a été ton premier livre dans le cadre de Mhm. la pandémie. Moi, je l'avoue bien humblement. Là, je suis libraire, je suis une bonne lectrice. Moi, j'ai eu C'est vrai, t'es peur libre. de... Oui. Non, mais j'ai eu peur, en fait, de tous les livres de pandémie qui étaient pour sortir. Et moi, j'ai eu Ouais. peur de ça parce que je me suis dit, ah non, mais tout le monde va partager son confinement, puis ça m'intéresse pas, là, tu sais, à un moment donné. Moi, j'avais peur de la rentrée Ouais. littéraire, puis j'ai encore un petit peu Mhm. peur quand même, mais ton livre, c'est beaucoup plus que ça, il me semble. Mais tu sais, moi aussi, j'avais peur. Puis je comprends qu'il y a plein de monde qui disent, ah, ça nous intéresse pas vraiment, tu sais, de Ouais. lire des romans du confinement. Mais je pense que c'est un peu, c'est sous-estimer un peu le talent des écrivains, tu sais. Ouais. Écrire un livre, il faut qu'il soit bon, là. Tu sais, si ça parle je me lève, je me fais un café, je regarde dehors, je suis triste parce que je peux pas voir Non, ma c'est ça. famille, c'est juste poche, tu sais. C'est pas, c'est pas, Non, non, c'est clair. tu sais, je sais pas si c'est l'idée d'écrire un roman sur le confinement qui est pas bonne autant que ce qu'on en fait, tu sais. Euh, Moi, je pense que j'ai écrit un livre sur le confinement, même si ça raconte pas mon quotidien pendant le confinement. Puis sûrement qu'il y en a qui vont se planter, puis peut-être qu'il y en a qui vont écrire leur quotidien, puis ça va être extraordinaire aussi. Tu sais. Mais je pense que parce que moi aussi j'ai eu peur, puis je me suis dit, je pense qu'on sous-estime le talent des Ouais. gens qui vont le faire. Tu sais. Oh, ouais, tout à fait. Tout à fait. Dans ton livre, je trouve qu'on parle beaucoup des choix. Tu sais, dans le fond, est-ce qu'on a fait le bon choix avant le confinement? Parce qu'après ça, il faut Ah, assumer ces choix-là pendant le confinement, justement. ouais. Est-ce que tu as pris la bonne décision en ne tombant pas amoureux de Daddy? Je sais que c'est pas une décision de tomber en amour, mais la décision de se laisser aller dans cette relation-là, ça c'est un peu plus conscient déjà. Euh, je trouve qu'on est beaucoup là-dedans, dans les choix, en fait, les impacts de ces choix-là. C'est sûr que si ça Ouais, avait été vraiment. ton amoureux pour vrai, l'amoureux pour vrai de ton personnage, on va dire ça comme ça, Ouais, euh, ouais. si ça avait été son amoureux pour vrai, ben probablement qu'il aurait pu suivre aussi puis aller s'occuper de sa belle-mère. Probablement qu'il n'aurait pas été séparé de la même façon. Ah, c'est sûr. Et puis c'est drôle que tu en parles parce que j'avais jamais pensé à ça, mais tu sais, ça faisait des années que j'étais avec ce gars-là. Ben avec, non. Euh, Avec, mais pas avec. Avec, mais pas avec. Et puis, tu sais, je disais à mes amis, moi, je veux pas m'attacher à quelqu'un parce que justement, tu sais, il y a des gens là, qui veulent pas s'engager, qui veulent pas être comme moi, là, tu sais, qui veulent pas être en couple ou à qui ça fait peur. Puis je pense que c'est justement à cause d'une affaire comme ça, tu sais, c'est comme, à un moment donné, ce choix-là, important, va avoir des conséquences. Puis la pandémie est arrivée, puis je suis content de ne pas avoir été avec lui finalement, parce que j'ai pu faire un livre. Ouais. Si j'avais été avec lui, j'aurais pas fait de livre, tu sais. Puis, mais même dans le livre, je dis à quel point il me manque, puis à quel point je voudrais aller le rejoindre, puis tout abandonner pour lui parce que j'avais aucun contact humain, puis quand t'as pas de quelque chose, ça te semble être la chose la plus précieuse pour toi. Mais je regrette pas, puis même ça m'a malheureusement donné raison. Ben, je dis malheureusement non, ça a donné raison un peu à cette peur de, de s'engager que j'ai eu pendant les années qui ont précédé la pandémie sans savoir qu'il y en aurait une.
Oui, bien c'est ça. En tout cas, moi, je trouve que ça nous aide vraiment à réfléchir à nos propres décisions qui ont fait en sorte que notre confinement se vit d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça va beaucoup plus Ah, loin cool. que le simple confinement ou une simple relation entre deux personnes. En tout cas, pour moi, c'est plus profond que ça. Euh, En arrière de toi, en arrière-plan, on voit la femme à la cravate noire. C'est Mhm. quelque chose qui revient fréquemment dans tes livres. Peux-tu nous parler de ta relation avec ce tableau-là, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. C'est l'original, là, est dans le salon, mais ben, l'original, c'est drôle parce que c'est pas l'original. Moi, je dis l'original, mais c'est la reproduction originale de mon monde. C'est un cadeau de mariage que mes parents ont eu, euh, que le cousin de ma mère a donné à ma mère. Voilà, une reproduction de ce tableau-là de Modigliani que j'aimais pas. Il a été chez nous toute mon enfance, puis à un moment donné, ça, j'ai réalisé ça dernièrement. Parce que ça allait que ce soit dans mes livres, c'était trop récurrent, c'était trop important. Puis, en fait, quand j'étais au primaire, je ne sais pas quel âge j'avais, là, mais on avait comme exercice de dessiner, c'était un travail d'art plastique, de dessiner, de se dessiner quand on est malade. Donc, c'était comme de dessiner, mettons, une journée passée à la maison quand tu es malade, OK. dans ton lit avec de la crème glacée, bon. Puis moi, j'ai pas fait ça. J'ai dessiné, j'ai reproduit, parce que je l'avais tellement vu, que j'ai reproduit la femme à la cravate, en gros. Puis en tout petit, en dessous, j'ai mis le divan du salon, puis moi, couché dessus, malade. Mais ce qui était important, puis quand je l'ai montré à mes parents, c'était comme, ils étaient un peu comme troublés de à quel point j'avais bien reproduit l'œuvre sans la voir sous les yeux. Puis pourquoi? Moi, j'ai pensé maladie, j'ai pensé la femme à la cravate noire, tu sais. J'avais jamais fait le rapprochement. Je savais que je l'avais dessiné à l'école quand j'étais petit, mais j'avais jamais fait le rapprochement avec la maladie. Je pense que c'est ça, en fait. Pour moi, cette toile-là, c'est la maladie. Puis je suis tout le temps malade. Euh, Souvent, tu sais, j'ai tout le temps comme une chlamydia, des affaires de même. Puis, ou bien genre une pneumonie, ou des douleurs au dos que j'associe à des événements précis, tu sais. Donc, pour moi, c'est comme, je savais que je voulais parler de maladie, mais pour moi, la maladie, ça vient de, ça vient de l'au-delà. C'est comme une connexion avec le monde des forces du mal, là, si on veut. Peut-être que je vais en perdre quelques-uns, là, mais donc, comment représenter ça pour moi? C'était comme cette toile-là. C'est comme, on dirait que c'est comme un portail vers l'autre monde qui rend malade. Donc, dans Good Boy, la femme à la cravate revient tout le temps. Modigliani lui-même revient tout le temps. Euh, dans ma performance, quand je fais des performances, j'apporte la toile originale. Euh, je performe devant avec elle. J'ai essayé de me réapproprier quelque chose qui m'a comme traumatisé, là. Mais ça, parce que moi, je lisais tes livres, puis quand même dans une courte période de temps. Donc là, je me disais, ça revient souvent, ça, mais pourquoi, Ouais, ouais, tu sais? ouais. Et que tu y réponds quand même bien. Tantôt, je disais qu'on était un peu dans l'ordre chronologique, mais pas tant. Je retourne en 2019. Tu as OK. remporté le prix du jeune écrivain de langue française au Salon du livre de Oui. Paris en 2019. Comment t'en es venu à remporter ce prix-là? Ben, ce prix-là, c'est un concours de nouvelles francophones. Donc, c'est la planète entière qui participe à ce concours-là chaque année. J'ai participé pendant des années. Euh, Puis cette année-là, j'ai gagné. C'est un peu ça l'histoire de ce concours-là, mais ça permet, en fait, c'est ce qui m'a permis un peu d'être lu en France parce que mes livres n'étaient pas distribués là-bas, puis j'y allais pour, pour faire des spectacles ou tu sais, j'avais un contact là-bas, mais mes livres ne pouvaient pas être lus. Puis avec ce concours-là, puis avec la publication de cette nouvelle-là, ça m'a comme un peu donné une porte d'entrée. Puis maintenant, Good Boy est publié en France. Euh, et puis cette nouvelle-là, je l'ai écrite quand ma mère était à la maison des soins palliatifs
à Rouen. Puis, le deadline pour le concours arrivait. C'était un moment où je travaillais plus vraiment parce que ben, ma mère était en train de mourir. Fait que je travaillais plus. Puis là, j'ai vu le deadline dans mon calendrier. Puis j'ai dit, peut-être que ça va me faire du bien là, d'écrire quelque chose pour parler de ce que je vis. Donc, puis c'est un moment où j'avais envie de me faire refaire la face. Je voulais me faire refaire le nez, les dents, Euh, puis c'était comme un projet sérieux, tu sais. Puis là, ma mère hum, est, est morte, là. Donc, ben, tu sais, elle était malade. Donc, ça a comme remis un peu les choses en perspective. Puis j'étais comme confiné en, en Abitibi. Euh, Fait que j'ai écrit, c'est ça, l'histoire de quelqu'un l'histoire de quelqu'un, là, mon alter ego, qui veut se faire refaire le nez, puis finalement, c'est à sa mère qu'il veut ressembler, tu sais, il veut devenir. Parce qu'il y avait ça aussi quand je voyais ma mère s'éteindre, j'avais comme envie de. Le sentiment le plus fort que j'ai eu, c'était celui de vouloir prendre le relais. Comme si tout le monde avait des choses à régler un peu ou des projets. Tu sais. On est comme sur Terre avec des projets. En tout cas, je pense que j'ai été élevé comme ça aussi, là, tu sais, à travers la performance Mhm. et tu sais, faire des choses. Puis là, j'avais envie comme de poursuivre ce qu'elle avait commencé. Donc, de devenir elle, finalement. Dans la nouvelle, ça se fait à travers la chirurgie. Après, je pense qu'il y a d'autres façons de prendre le relais, Oui. mais c'est ça. Ça a été une nouvelle, en fait, dans le processus, ça a été parrainé par Michel Lambert. Comment ça Mhm. s'est passé le processus avec lui? Super bien. C'est très différent de travailler avec les Français. Ils sont, ils sont plus, je sais pas comment dire, tu sais, les courriels sont plus longs. C'est plus, ils prennent plus des. J'aime ça avec mon éditeur au Québec, par exemple, parce que tu sais, on y va, tu sais, on travaille, on avance. Puis là, c'était comme l'auteur en France a un statut, hein, que ici, OK. plus ou moins, mais tu sais, c'est comme ah, on voudrait pas, tu sais, te blesser en faisant tel commentaire, mais on pense que peut-être. C'était très, très différent. Euh, c'était agréable. Là aussi, c'était assez rapide. Quand c'est des concours, c'est toujours plus rapide parce que Ouais. faut, tu sais, on annonce, il faut que ça sorte, en tout cas. Mais ça s'est très bien passé, franchement. On a voulu changer le titre. Ça s'appelle La femme à refaire le monde. Parce que le jury, certains membres du jury avaient trouvé que c'était pas bon. Puis finalement, on a cherché plein d'alternatives qu'on n'en a pas trouvé. Donc, on a gardé le titre. Le jury trouvait que le titre était pas bon. Ben, certains membres, en fait, il y avait comme une espèce de. Ben, pas bon, là. Moi, je dis pas bon parce que je dis n'importe quoi, là, mais tu sais, Il aurait il y avait des réserves préféré par un rapport autre au titre. titre. Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'ils trouvaient que, tu sais, je sais pas. Mais finalement, c'était ça le titre, tu sais. Des fois, c'est ça, tu sais, c'est un peu avec Daddy, c'était la même chose. C'est comme, des fois, c'est juste ça, tu sais, c'est. La réponse, il y a des évidences, tu sais, puis même si peut-être c'est pas un bon titre, c'était vraiment le titre de la nouvelle. Donc, Mais c'est quand même drôle en même temps parce que dans le processus, ensuite, il y a eu une publication d'un recueil de ouais. nouvelles, en fait, des nouvelles Mhm. de cette année-là. Et le recueil, il s'appelle La femme à refaire le monde et autres Oui, nouvelles. Donc, oui, le titre, c'est vraiment. Le titre, il ressort oui. encore plus. Il est sur la page couverture, il est en gros. Mais je pense Ça, que c'est pour c'est quand ça même aussi qu'il a drôle. été craintif. C'était comme, ah, est-ce que. Parce qu'il savait que ça allait être le titre du livre au complet. Fait que, tu sais, moi, je savais pas à ce moment-là. Tu savais pas que Mais t'avais gagné, dans le fond, là, à ce non, c'est moment-là. ça. On était 12 à avoir gagné, mais on savait pas lequel allait avoir le premier prix. OK. Ça, je l'ai appris seulement au Salon du Livre. OK. C'est que dans le fond, toi, t'as travaillé là-dessus à distance. Juste essayer de comprendre là, un peu. Ouais, T'as travaillé ouais, ouais, là-dessus ouais. à distance avec, justement, Michel Lambert. Quand Uh-huh. t'as comme été présélectionné, si on veut, puis là, dans le fond, tu travaillais avec lui. Finalement, t'es invité à Paris pour la Salon du Livre de Paris. Là, t'apprends que dans le fond, que tu Ouais, fais c'est partie des ça. 12 finalistes, mais tu sais pas à Ben, quel ça, je le niveau savais. tu Je te savais que j'étais dans les situes. 12 parce que les 12 qui sont OK. publiés, ça, on le sait, mais on ne sait pas lequel va être le premier prix. Mais les 12, on savait qu'on allait être publié.
Est-ce que c'est fréquent qu'un auteur québécois soit en premier comme ça? Ah, il y en a eu. Je te pose une colle Je les connais peut-être, là. pas par cœur. En Non, non, première position? mais ouais, ouais, il y en a eu. Je pense OK. à. C'est parce que je voudrais pas me tromper, mais oui, oui, je sais qu'il y en a. Ouais, parce que c'est un Non, ça, prix je te pose francophone, fait que une tu sais, souvent, colle, ça me vient. il y a des gens de partout, il y a des gens d'Amérique, il y a des gens d'Afrique, il y a des gens de. C'est vraiment. Mais des Québécois, il y en a eu, ouais. Oui, c'est ça. Puis cette année-là, il y avait aussi une jeune femme de Sherbrooke qui participait aussi. Parce qu'en fond, Oui, je l'ai dit, c'est le prix jeune écrivain, donc ouais, c'est des jeunes auteurs qui publient ouais, ouais, ouais. dans ce prix-là. Euh, J'aimerais qu'on parle un peu de ta discipline d'écriture. Euh, ouais, là, je vois qu'en même temps, il reste plus Ouais. beaucoup de temps, là. Mais là, dans le Ah fond, ouais, je sais. tantôt, tu parlais que tu écris vraiment Daddy très rapidement, tu fais beaucoup d'heures, puis tout ça, de façon générale. Comment tu t'y prends pour écrire? Ça change énormément avec le temps. Euh, Quand j'ai écrit mes premiers livres, là, Coco puis Good Boy, c'était vraiment militaire, là. C'était, tu sais, je me lève pour faire ça pendant tant d'heures, puis je m'assois devant mon ordi, s'il n'y a pas un mot qui sort, c'est pas grave, mais j'ai rien fait d'autre pendant 3 heures. Je travaillais la nuit, là, tu sais, j'étais vraiment, je faisais des plans, tu sais, j'étais hyper travaillant. Je pense que ça paraît aussi, tu sais, dans les livres, tu sais, d'un bon côté et d'un mauvais côté, tu sais, je pense que j'étais très, très volontaire, tu sais. Puis là, avec Daddy, c'était vraiment la porte vers euh, une écriture plus inspirée, je dirais. Euh, Plus en connexion. Tantôt, je parlais de la connexion entre l'envie d'écrire puis ce qui demande à être écrit. Ben là, c'était plus comme écrire seulement dans ces moments-là. Tu sais, si j'ai une page blanche et que j'arrive pas à écrire, ben c'est signe que je dois pas écrire, tu sais, parce que je vais remplir une page. Puis j'ai l'impression que ça se lit, ça, tu sais, que ça se voit. Tu lis un livre, puis quand ça avance plus, tu sais, c'est parce que j'ai l'impression que l'auteur a voulu remplir une page. Tu sais. Fait que je m'interdis d'écrire quand j'ai rien à, quand je suis pas inspiré. C'est dur, c'est plus dur, c'est extrêmement plus éprouvant parce que c'est le travail, en fait, c'est pas l'écriture en tant que telle, c'est la connexion avec ce que j'ai envie de dire, qui est comme une espèce de nuage ici, là, qui doit descendre. Tu sais. Euh, donc, c'est un travail de méditation plus, je dirais. Euh, donc, je dois m'accorder l'espace mental, la discipline, ou plus la discipline justement dans la méditation, dans le travail sur moi-même, que dans les horaires, puis la productivité. J'essaie de, comme hier, je vais travailler sur d'autres choses, puis l'inspiration était au rendez-vous. Donc, j'ai écrit toute la journée parce que c'était le moment. Ouais, c'était ça ma routine. J'ai pas de routine finalement. J'essaie aussi d'éliminer les conditions nécessaires à l'écriture. Tu sais. Avant, je me disais, ça me prend le silence, ça me prend tu sais, du café, ça me prend certaines affaires. Puis là, en éliminant tout ça, ça fait que j'écris vraiment quand ça vient. Si je suis dans le métro, j'écris dans le métro. Si je suis avec des amis, je sors mon téléphone. Puis, euh, c'est ça qui est le plus dur, en fait. C'est d'être à l'écoute, de écrire quand c'est le bon moment. Tu as publié aussi un roman jeunesse. Mm-hmm. Jeunesse quand même 16 ans et plus, probablement, là, dans la collection Oui, oui. voyons, Édition du Parc en face. Euh, Ce roman-là, dans le fond, tu en parles dans Daddy, que c'était un roman qui était censé te sortir avant, puis que finalement il est sorti un peu plus tard. C'est quoi l'histoire de Baby Boy? Puis j'aimerais savoir aussi ce que ça change pour toi. Là, je te pose comme deux questions en même temps. Là. C'est quoi l'histoire de Baby Boy? Puis aussi, c'est quoi qui est différent dans écrire pour des adultes et écrire pour de la jeunesse? Euh, ben, l'histoire, c'est l'histoire d'un garçon en Abitibi qui, Surprise! surprise, qui entretient une relation à distance avec un gars de Montréal plus vieux, qui étudie à l'Académie d'art dramatique où lui, il voudrait étudier. Donc, c'est quelqu'un, donc ce gars-là abuse un peu de lui fait faire un peu n'importe quoi, sous prétexte qu'il peut l'aider à le faire rentrer. Donc, il lui fait découvrir la sexualité, il lui fait découvrir l'amour, il lui fait découvrir les premières relations, parce que quand on est
loin comme en Abitibi, souvent, quand on est un homosexuel, on n'a pas la chance de le vivre. Donc, il lui offrait ça. Puis j'ai écrit cette histoire-là parce que c'est encore une fois quelque chose qui m'est arrivé d'entretenir ce genre de relation par texto à distance. Puis c'était pour la jeunesse parce que ça faisait longtemps que je voulais raconter cette histoire-là, mais j'avais peut-être l'impression que les adultes avaient moins quelque chose à tirer de ça que les ados, parce que c'était vraiment une expérience traumatisante pour moi en tant qu'ado. Donc, j'avais l'impression que de le donner aux ados, c'était la meilleure solution. Après, là où j'ai trouvé ça le plus dur, c'est qu'on dirait que je voulais pas être un auteur jeunesse. OK, J'avais un pourquoi? peu le préjugé que c'est moins bon. Je sais pas, là, on dirait que c'est. Parce que justement, je suis tellement préoccupé par mon image, puis par l'image que je projette sur les médias sociaux, ouais, c'est ça, par mon image en général, que de devenir un peu l'auteur jeunesse. Puis c'est pour ça, dans Daddy, que je dis, ce roman-là, ça serait quasiment mieux s'il sortait pas finalement. Euh, c'est parce que, ouais, j'avais pas envie d'avoir cette image de l'auteur qui se met à écrire pour la jeunesse pour faire de l'argent, tu sais. Même si, euh, même si c'est c'est tout à fait légitime, là, je le sais très bien dans ma tête, mais ouais, j'avais peur de ça. Puis finalement, je suis super content. Les jeunes, c'est les meilleurs lecteurs finalement, parce que c'est ceux qui m'écrivent pour dire hey, j'ai pris des Mhm. décisions concrètes dans ma vie en lien avec ma lecture. Tu sais, c'est tellement jouissif de voir que des jeunes ont osé faire quelque chose parce que je leur ai comme donné le droit, là, tu sais, en Mhm. leur partageant mon histoire. Ouais. Donc, ça, c'est le fun. Puis là, t'as pas encore vécu l'expérience Salon du livre avec ce livre-là, hein? Il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Salon du Non, livre, ça existe pas vraiment. C'est moi-ci. Donc, éventuellement, en plus, tu vas vivre l'expérience du Salon du livre avec des lecteurs qui sont plus jeunes. Donc, tu risques d'avoir bien du plaisir. Il y a un autre. j'espère. Oui, non, je pense qu'on s'en reparlera, mais je suis pas mal sûre que tu vas aimer ça. Il y a un autre projet jeunesse qui va paraître sous peu. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Oups, mauvaise fenêtre. C'est encore Uh-huh. chez Les Malins dans la collection du Parc en face. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet-là et de ta nouvelle, s'il te plaît? Ouais, ben oui, j'ai voulu parler j'ai voulu parler d'appropriation. Euh, Pas d'appropriation culturelle ou, tu sais, mais je trouve que justement l'appropriation culturelle, ça a amené un débat intéressant, ben pas un débat, mais un enjeu important parce que l'appropriation finalement est à plein de niveaux. Puis j'avais envie de d'en parler aux jeunes. Euh, Puis j'ai pensé à moi quand j'étais ado. Il y avait dans mon école deux gars gars, peut-être qu'aujourd'hui ils se définiraient autrement, mais qui, euh, qui s'habillaient de façon vraiment extravagante, avec des sacoches hyper chères, qui faisaient des Ok. taillis, des chaussures. Tu sais, ils étaient comme vraiment arrogants, vraiment violents, vraiment over the top, là, tu sais. Puis je me souviens avoir voulu un peu euh, m'inspirer d'eux, mais plus que m'inspirer, m'approprier un peu ce que eux faisaient. Alors que eux, s'ils faisaient ça, s'il y avait toute cette violence-là, c'était cette violence et cette extravagance-là, c'était c'est parce ils étaient en colère d'être marginalisés, finalement, ils vivaient de l'intimidation, plein de choses que moi, je voyais pas parce que moi, oui, j'étais homosexuel, mais je passais dans le beurre. Là, tout le monde m'aimait bien, Mhm. j'aimais bien tout le monde, j'étais un peu, tu sais, tout le monde, j'étais comme un peu populaire, là, si on veut, c'était comme, ça allait bien, là, tu sais. Et puis, euh, et puis de voir quelqu'un en position de privilège, finalement, s'approprier quelque chose que les personnes opprimées, euh, se sont données. C'est un peu ça que je voulais aborder avec eux. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un d'un garçon privilégié qui s'approprie un peu la queerness, comme Jay du Temple avec son vernis à ongles à Occupation Double. Que quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'écouterai pas Occupation Double pas parce que je pense pas que les hétéros peuvent porter du vernis à ongles, mais parce que je pense que quand t'en portes pas d'envie, puis que tu deviens queer pour en faire une performance, pour plaire à ton public, parce que tu sais que ton public, c'est juste des gays, puis en tout cas, je vais pas partir un rant sur Occupation Double, Non, on mais, n'a pas le temps, de toute façon. mais c'est un peu ça, c'est ça. J'ai voulu parler de ça, de l'appropriation.
Parfait. Donc ça, on va surveiller ça. Ça va paraître dans quelques jours en librairie. Aujourd'hui, on est le 20 octobre, donc ça va sortir sous peu. OK, ouais. L'en- L'entretien tire à sa fin. J'ai encore plein de Oui, questions, mais je peux plus. Toute excuse-moi, bonne j'ai chose trop a une fin. parlé. Non, non, pas du tout. T'as pas trop parlé, jamais de la vie. Mais moi, j'ai tout le temps trop de questions parce que je suis une curieuse professionnelle. Mais je suis pas la seule à avoir des questions. Il y avait aussi une question qui a été posée sur la page Facebook du Festival Québec en toutes lettres. OK. Et la question, c'est quelle est l'expression utilisée par le personnage d'Anouk dans le roman Good Boy? Donc ça, c'est ton deuxième qui est sorti en 2018. Il y a eu 15 votes qui ont été pour péter le cube, qui est la Ah, c'est bonne vrai, j'ai pas vu ça, réponse. OK. Et il y a Ouais. eu un vote, en fait, qui était une mauvaise réponse. Et il y a eu des votes, en fait, c'était d'autres suggestions que les gens faisaient. Donc, Ah, j'ai c'est pas drôle. nécessairement retenu les autres suggestions. C'est quoi péter le cube? Péter le cube. Péter le cube, c'est ma coloc qui avait dit ça à un moment donné. C'était comme le désir de sortir de sa zone de confort, mais de briser les conventions, tu sais, ouais, se sentir dans un cube puis vouloir le péter. Tu sais, c'est vraiment ça l'image. Puis je l'ai utilisé parce que nous, entre nous, notre petite gang d'amis, on s'est comme mis à l'utiliser, tu sais, parce que un peu pour se moquer de la personne qui l'avait dit, mais aussi parce que finalement, ça nous collait un peu à tous, tu sais. Si le personnage principal de Good Boy se réapproprie cette expression-là, c'est parce qu'il sent que lui aussi, il veut Mhm. péter le cube, puis qu'il y a l'impression que les gens qui ont réussi, c'est ceux qui l'ont pété, là. Donc, c'était une expression ouais, que j'ai utilisée dans la vie. Donc, je trouvais que dans Good Boy, c'était le slogan parfait. Oui. Ben oui, puis c'est tout quelque chose qu'on aurait intérêt à faire à différents niveaux, là, j'imagine, de Ben, sortir un c'est aussi une peu. pression. Oui, il y a une C'est pression de un peu ça ce performer que je ça voulais dire, aussi. c'est que c'est comme, il faut péter le cube, tu sais. Fait que Ouais. c'est ça qui est dur. C'est comme si, dans mes livres, je voulais parler de la pression de s'émanciper, qui est comme une chose positive, Ouais. s'émanciper, mais des fois, on est comme Ouais. pressé de le faire, tu sais. Ouais. Un peu comme la C'est pression dur de à... performer son confinement et toutes ces affaires-là, Exactement, finalement. exactement. Même si c'est Ouais. pour le mieux, tu sais, Ouais. finalement, tu sais, Ouais, c'est ouais, dur. ouais. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas évident. Donc, c'était la question du public. C'est la fin, Antoine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Merci. toi. C'était vraiment super le fun. Puis j'aurais pu continuer encore longtemps comme ça. Mais on avait 1 heure. Donc, on est à peu près à 1 heure. Et merci aussi au public d'avoir été présent, en fait, d'avoir écouté cet entretien que j'ai réalisé avec Antoine Charbonneau-Demers. Je remercie encore une fois BCF Avocat d'affaires, qui est le présentateur des entretiens qui se déroulent dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres. Je vous invite aussi à consulter l'ensemble de la programmation du festival sur le québecentouteslettres.qc.ca pour avoir accès aux autres activités. L'entretien qu'on a vécu aujourd'hui est disponible jusqu'au 25 octobre sur la page Facebook et sur YouTube aussi, dans le fond, sur les comptes du Festival Québec en toutes lettres. Le festival, d'ailleurs, se termine le 25, donc d'où le 25 octobre. Merci encore, Antoine. C'était vraiment super chouette de partager un café à distance avec toi. Prochaine fois, on va essayer d'en faire un en vrai. Yes. Un jour. Merci à tous. Au revoir.